Les carnets du pivert. Les carnets du pivert. Bonjour et bienvenue sur les carnets du pivert, le podcast qui picore à l'écorce de la littérature. Vous écoutez l'épisode 6 et je suis Between the Books. Ce podcast est un lieu de réflexion libre et personnelle sur la littérature. J'y partage avec sincérité ce que j'apprends, ce que je lis et ce que cela suscite comme question chez moi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de littérature de jeunesse. C'est un sujet qui va revenir peut-être régulièrement dans les podcasts, car il m'intéresse particulièrement. Je précise quand même que je ne suis pas du tout une spécialiste du sujet, même si l'idée d'une thèse sur la littérature de jeunesse me chatouille encore, et que par conséquent, mes analyses, mes réflexions, mes questionnements me sont propres et peuvent vous apparaître superficiels si vous maîtrisez parfaitement ce type de littérature. Avant d'expliquer pourquoi je m'intéresse à la littérature de jeunesse, je voudrais déjà en dessiner à grands traits les contours et les caractéristiques principales. La littérature de jeunesse se définit d'abord par son public. Alors, il semble facile à définir puisque le public est dans le nom même. Son public, c'est la jeunesse. Mais si l'on s'attarde un peu sur la question, la jeunesse, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, cela commence par le très jeune enfant, celui qui ne lit pas, voire qui ne parle pas. Cela passe évidemment par l'enfant qui apprend à lire et qui lit seul. Mais finalement, où s'arrête la jeunesse ? À 18 ans, d'un seul coup, comme ça, stop ? Quand est-ce qu'on passe à l'âge adulte, en fait, à la maturité littéraire ? Donc vous pouvez voir que le champ du lectorat est très vaste. Et on se doute bien que le livre adressé à l'enfant qui ne lit pas diffère grandement du livre adressé à l'adolescent ou même au jeune adulte. De plus, la littérature de jeunesse s'adresse à un double lectorat. Elle a en effet souvent besoin d'un prescripteur, de quelqu'un qui va donner à lire, ou tout simplement qui va lire le texte. Cette littérature nécessite donc un intermédiaire entre l'auteur et le destinataire de l'œuvre. Et cet intermédiaire va avoir un rôle majeur dans les premiers âges, car c'est souvent lui qui fait le choix du livre, puisque c'est lui qui l'achète, par exemple, ou c'est lui qui va le lire. Une forme de relation triangulaire affective existe donc toujours, de façon plus ou moins marquée, dans ce type de littérature. Donc ça, c'était la première caractéristique, le public. La deuxième caractéristique, c'est la forme. Alors, ça part de l'album qu'on peut donner à un très jeune enfant, qui va par exemple associer mots et images, comme dans l'abécédaire, ou qui peut ne pas avoir de texte du tout, d'ailleurs. Et puis on va passer ensuite au livre, par le roman illustré par exemple, jusqu'au roman où seul le texte demeure. Dans la gamme des livres de littérature de jeunesse, on peut aussi peut-être ajouter les documentaires, la bande dessinée, etc. La dimension qui, à mon avis, cristallise les enjeux, c'est l'objectif éducatif et moral que se donne à l'origine cette littérature. Alors, je ne vais pas refaire là l'historique de l'apparition de la littérature de jeunesse. Je vous donnerai des informations peut-être en fin de podcast. Mais si je peux donner un fait, c'est la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Alors, que dit cette loi dont d'ailleurs vous trouverez la mention dans toutes les publications destinées à la jeunesse. Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tout acte qualifié de crime ou délit ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou sexistes. Elle ne doit comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Alors, il y a donc bien une dimension morale affirmée par cette loi, même si son impact moral et ses enjeux politiques ont bien évolué depuis sa promulgation. D'ailleurs, la version que je vous ai lue
est une version modifiée en 2010 puisqu'on y a ajouté le mot sexiste. Alors, je ne ferai pas non plus l'historique de cette loi, et donc je vous mettrai des informations supplémentaires en fin de podcast. Pourquoi la littérature de jeunesse m'intéresse? D'abord, elle m'intéresse en tant que lectrice. J'ai de bons souvenirs, en tant que jeune lectrice, d'ouvrages destinés à la jeunesse. Je vous renvoie d'ailleurs à mon premier épisode où je faisais la liste des 10 livres qui avaient fait de moi la lectrice que je suis, et à l'intérieur, il y a plusieurs titres de littérature de jeunesse. Et j'ai donc été conduite à la littérature par la littérature de jeunesse, même si à mon époque cette littérature était loin d'être aussi florissante qu'aujourd'hui, où il y a un véritable phénomène éditorial autour de la littérature de jeunesse. Ensuite, j'ai été attirée vers la littérature de jeunesse en tant que lectrice adulte, et ça en 2 étapes. D'abord, en tant que jeune adulte, je suis revenue vers la littérature de jeunesse tout simplement parce qu'elle permettait une sorte de transition avec la littérature plus adulte, plus classique. Elle me permettait une sorte de pause, une sorte d'intermédiaire avec une littérature plus exigeante. Sans dire que la littérature de jeunesse est un sous-genre, concrètement, elle est plus accessible, plus divertissante. Et cela semble évident puisqu'on s'adresse à un jeune lecteur. On va donc adapter sa langue, on va adapter son propos, on va adapter les informations qu'on lui délivre. Ça, c'est le côté didactique finalement. Alors qu'on ne le fait pas, ou moins, dans la littérature dite pour adultes, parce que normalement, le lecteur est censé être capable d'y accéder. Et surtout, on l'a vu dans les épisodes précédents aussi, quand je définissais ce qu'était la littérature, on a bien vu qu'il y avait une dimension esthétique du langage. Et cette dimension esthétique est atténuée dans la littérature de jeunesse. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de dimension esthétique, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors à cette période, j'ai découvert de grandes sagas de littérature de jeunesse. Alors je pense évidemment à Harry Potter, mais aussi à La Croisée des Mondes, Artemis Fowl, Magic, etc. Je trouvais dans cette littérature une grande inventivité, beaucoup de fraîcheur et d'imagination. D'ailleurs, aujourd'hui, la littérature de l'imaginaire est plus disponible, plus connue. Elle fait un peu moins littérature de niche, mais à cette époque pas si lointaine, il fallait être davantage initié à la SFFF pour y avoir accès. Donc moi, j'ai pris le détour de la littérature de jeunesse. Mon rapport a un peu évolué avec la littérature de jeunesse à travers la dimension de l'enseignement. Je me suis posé la question, est-ce que les livres qui m'ont plu, en tant que lectrice adulte, plaisent aux jeunes lecteurs? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Je me suis aussi posé la question, d'où est-ce que moi je tire mon plaisir dans cette littérature? En fait, j'ai commencé à avoir une lecture plus conscientisée de la littérature de jeunesse. Bon, peut-être que j'ai quitté le plaisir pour avoir cette lecture plus professionnelle. Je me suis demandé par exemple aussi qu'est-ce qu'on trouve dans ces œuvres? Quels sont les sujets abordés? Quels sont les genres? Quels sont les enjeux? Et toutes ces questions m'ont fait me concentrer davantage sur la littérature de jeunesse, mais pour adolescents. Alors évidemment, j'aime les albums, hein, c'est une véritable passion, mais je pense que je les maîtrise beaucoup moins bien que des mamans, par exemple, ou des professeurs des écoles, qui sont pour moi très calés sur le sujet, ou encore des spécialistes. Il y a d'ailleurs un champ de recherche assez impressionnant à propos de l'album, puisqu'il lit images et textes. Et c'est extrêmement riche à étudier, d'autant que la plupart du temps, l'album est lu par une troisième personne, ce qui crée une interaction entre l'auditeur, le destinataire en fait, le lecteur et les images de l'album, dans une sorte de cérémonie autour de la lecture de l'album, qui est d'ailleurs aussi très intéressante. Et puis avec des albums qui sont d'une créativité assez folle, qui sont aussi d'une exigence intellectuelle remarquable. Souvent, ils sont aussi très innovants. Mais c'est pas du tout mon domaine. Le domaine qui vraiment m'intéresse, c'est ce que moi j'appelle la littérature adolescente. Alors, je vais ébaucher avec vous quelques sujets qui stimulent ma curiosité intellectuelle dans ce domaine, histoire que vous compreniez un petit peu. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est par exemple la posture de l'auteur. Et si on prend l'exemple de Michel Tournier, qui réécrit ses œuvres adultes à destination des enfants ou des adolescents, je trouve ce phénomène de réécriture de soi par soi fascinant. Déjà, la première chose, c'est la poétique de l'écriture pour enfants. Est-ce qu'on simplifie?
Est-ce qu'on purge le texte? Est-ce qu'on le réécrit? C'est-à-dire, est-ce qu'on change des épisodes entiers? Est-ce qu'on change le sens du texte? Et finalement, est-ce que ce sont les mêmes textes, les deux mêmes textes? Est-ce que c'est une version abrégée? Et quelle est la portée de cette version abrégée? Donc le concept de la réécriture dans le domaine de la littérature de jeunesse, c'est vraiment une passion chez moi. Alors il est aussi par exemple intéressant d'observer le langage employé. Il y a eu une polémique il y a quelques années sur la réécriture des livres de la Bibliothèque verte et rose, une nouvelle traduction, de type Le Club des Cinq, Alice Détective et tout ça, vers une simplification du langage. C'est-à-dire qu'on enlève le passé simple, on met du passé composé, on enlève les tournures trop complexes, les métaphores, les comparaisons, on va à l'essentiel. Alors, c'est une politique éditoriale qui cherche à vendre. Et cette politique, elle se discute. Les enfants n'auraient plus accès à ce genre de texte parce qu'il serait devenu trop difficile. Ce qui n'est pas totalement faux. Pour être en contact avec des lecteurs en difficulté, il y a effectivement une grande faiblesse de la lecture. Mais je ne sais pas si c'est en expurgeant qu'on va permettre aux jeunes lecteurs de progresser. Alors évidemment, on va vendre. Si l'enfant est rassuré par des textes plus faciles, peut-être qu'effectivement il continuera de lire. Mais peut-être pas. Et peut-être que c'est aussi flatter l'enfant dans la facilité. Alors, autre domaine passionnant et qui découle du précédent, c'est le rapport des enfants à la lecture. Pourquoi les enfants lisent moins? Alors, on parle souvent de l'impact des écrans, mais je pense qu'il y a d'autres causes, en particulier sociales, qu'on explore peut-être moins. La lecture demande un effort, qu'on est peut-être de moins en moins en capacité de fournir dans une société de l'immédiat et du divertissement. D'ailleurs, on voit fleurir une nouvelle catégorie de livres, du young adulte ou du new adulte. Et si on dit jeune ou nouveau adulte, cela signifie bien qu'on ne veut pas passer vers la littérature adulte. La littérature de vieux, quoi. Qu'on juge soit ringarde, soit trop exigeante. Voilà, c'est poussiéreux, c'est du Balzac, il y a de la description, voilà là. Donc on va aller vers des récits avec beaucoup plus d'action, de rebondissements, une langue plus simple, plus efficace, et qui a pour objectif de faire ressortir des émotions fortes. Donc finalement, on peut interroger le rôle de la littérature de jeunesse à former le lecteur adulte. Par exemple, moi j'observe une peur grandissante des jeunes lecteurs, adolescents, plutôt grands lecteurs, à passer vers autre chose que de la littérature de jeunesse. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que l'on crée ces nouvelles catégories, pour faire des étapes, des marches supplémentaires sur l'escabeau en quelque sorte. La littérature de jeunesse paraît parfois être un cocon réconfortant, un peu comme moi je l'ai vécu d'ailleurs, mais qui peut emprisonner des lecteurs qui ne voudraient pas grandir. On peut donc interroger sa capacité à rendre le lecteur apte à s'émanciper vers d'autres formes de littérature. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette ébauche de réflexion sur le sujet de la littérature de jeunesse. Alors évidemment, il y a bien d'autres choses à dire, à explorer, à découvrir dans ce domaine. D'ailleurs, si vous avez des connaissances sur le sujet, des conseils de lecture ou encore des sujets à me proposer, n'hésitez pas à me contacter et je serai vraiment ravie d'en discuter avec vous. Quant à moi, si je dois vous donner quelques conseils de lecture ou de formation, les voici. J'ai suivi les cours du MOOC Il était une fois la littérature pour la jeunesse de l'Université de Liège et je vous la recommande à 1000%. C'était génial. Une personnalité du milieu de la recherche sur la littérature de jeunesse vraiment intéressante à suivre, c'est Cécile Bouler, qui a un site, mais surtout un blog de recherche. Donc c'est https://album50.hypothèse avec un s.org. Et un livre, celui d'Isabelle Nier-Chevrel, qui s'appelle Introduction à la littérature de jeunesse chez Didier Jeunesse, un indispensable, je pense. J'attends donc vos retours, vos commentaires sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je suis présente sous le nom Between the Books. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog betweenthebooksentouraine.wordpress.com. Alors évidemment, abonnez-vous au podcast sur les plateformes d'écoute comme Encore ou Spotify pour être notifié et retrouver le nouvel épisode dès sa sortie. Et si vous aimez ce podcast, si vous voulez le soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de le partager. Je vous remercie, à bientôt.